Stéphane, bonjour. Bonjour Eric. Quand je t'ai proposé que nous traitions de ce thème euh, autour de la place du savoir expérientiel, clinique et scientifique dans notre pratique de thérapeute et dans notre pratique de soins, je me suis dit que dans le contexte dans lequel nous nous trouvons et dans cet événement qu'est la pandémie, les réponses, les comportements, les expressions, les attitudes, les discours et les modes de réponse dans l'espace public venaient questionner, ou viennent questionner, me semble-t-il, la construction de nos savoirs. Quelle place dans ce savoir attribuons-nous à notre expérience et à travers notre expérience, à notre expérience dans la rencontre avec les patients? Quelle place dans cette expérience, dans la construction de la clinique et comment la clinique vient questionner ce savoir et l'expression de ce savoir? Et l'autre aspect qui me semble tout à fait essentiel est quelle place vient occuper la science entre l'expérientiel et le savoir? De quelle science parle-t-on? Et comment se construit, comment dirais-je moi, et quelles sont les interactions entre la science et la pratique clinique et la pratique du soin? Absolument. Bonjour à tous. Lorsque Eric, tu m'as proposé et soumis cette thématique, pour reprendre quelques mots clés du titre d'aujourd'hui, expérience, clinique, science, scientifique, on reviendra sur, comme tu viens de le dire, sur ces différents points. J'allais dire, il y a un mot qui m'est venu, mais en fait, il me vient maintenant, en réalité. Il me vient, c'est la question de la connaissance. Je pense que cette question, ce point de la connaissance est central. On va avoir l'occasion de le développer dans le déroulement, dans la structure de notre présentation. Je me suis dit, effectivement, qu'entend-on par connaissance? Est-ce qu'on fait référence à notre savoir, c'est-à-dire, je dirais notre savoir, alors bien évidemment, sous différentes acceptions, de manière arbitraire, en utilisant le mot savoir, la première chose qui me viendrait, c'est d'abord un savoir, j'allais dire, réflexif, de la raison, de ce que je sais. Mais très vite, sur la question de la connaissance, il y a le savoir d'un côté, effectivement, il y a l'expérience de l'autre. L'expérience qui est de l'ordre peut-être de l'observation, des faits, de ce que j'observe. Je me suis dit finalement peut-être que la connaissance, nos connaissances, sont plutôt le fruit d'une relation ou d'une interaction entre mon savoir expérientiel et mon savoir de l'ordre qui est de l'intelligible, de la réflexion, de la raison, peut-être qui vient de ma propre tête. Je dis ça parce que ça me fait penser à une phrase de Descartes, puisque je suis désolé, mais c'est vrai qu'on le cite toujours à un moment ou à un autre quand on parle de la raison, du savoir, de la logique. Il disait, on pense, j'ai une tête et c'est avec ma tête que je pense. Donc, vu que c'est avec ma tête que je pense, je me dis que
ce que je me dis doit être la vérité, puisque c'est avec cette tête que je pense et que c'est la mienne. Je pense que c'est justement peut-être un petit peu plus complexe. Et peut-être qu'on pourrait revenir ou développer sur la question de la connaissance comme à la fois comme savoir rationnel, et puis aussi la connaissance qui est le fruit de notre expérience. Je crois bien que dans notre pratique, sans vouloir aller trop loin tout de suite, on est toujours un petit peu dans cet entre-deux. Je ne sais pas ce que ça t'inspire là tout de suite, cet espace entre le savoir de ma tête et peut-être l'expérience qui vient de mes sens, entre l'intelligible et le sensible. Comme je t'entends, Stéphane, j'étais en train de me dire qu'effectivement, on peut avoir, ou plutôt que ce qui m'intéresserait, c'est comment dirais-je moi, de questionner ces diverses dimensions, un peu comme et pas qu'un peu, comme on le fait quand on va entrer dans le processus thérapeutique avec un patient ou une patiente. Or, la première question qui me semble-t-il dans ce que nous avons développé bien, elle repose sur 3 éléments. D'abord, de faire alliance, c'est-à-dire d'introduire une relation. La deuxième, la capacité à se décentrer, de telle sorte qu'en troisième, la problématique, s'il y a problématique, prenne forme dans l'espace de l'entre-deux. Et si je me mets dans cette position-là par rapport à ce qui se déroule aujourd'hui, je me rends compte que la situation m'impacte à plusieurs niveaux. En tout cas, elle m'impacte en tant que personne, en tant, on va dire, citoyen d'un environnement sociétal, et comme psychiatre, psychothérapeute. Et ce qui me frappe, c'est que la première chose qui me vient, si je me mets en tant que personne, c'est le désaccordage que je peux ressentir entre ce qui est énoncé comme des vérités et tant ma position de personne, de citoyen dans la société, que dans ma position de psychiatre, psychothérapeute. Ce que je veux dire par là, c'est comme si dans le jeu de l'extérieur, qui était le moment du confinement, et de l'intérieur, qui était le moment du confinement, et de l'extérieur, qui est le moment du déconfinement, c'est comme si la question de l'enfermement est brouillée, et que je ne sais plus si l'enfermement est dedans ou si l'enfermement est dehors. Ça, c'est un premier point. Et qu'à partir du moment où il y a, de manière expérientielle, cette source de confusion, je ne sais pas si elle peut être partagée ou pas, en tout cas, c'est cette question-là. Et quand je perçois aujourd'hui les patients que je reçois depuis le déconfinement et la difficulté partagée qui peut être aussi celle-là que je perçois chez nombre d'entre eux, tout de suite, à partir du moment où je me dis, là,
il y a une question de désaccordage, c'est que la question qui se pose, c'est quelle construction amène à ces effets de désaccordage. Oui, vas-y. Et justement, quelle construction amène ces effets de désaccordage? C'est que quand la question de l'articulation des savoirs expérientiels, la question du savoir clinique, et la question du savoir scientifique, me semble questionner l'articulation entre le sociétal et le singulier. Tout à fait. Tu veux rebondir? Oui, je partage cet avis dans nos réflexions. Et justement, il y a un mot, quand je t'écoute, il y a un mot qui résonne, plusieurs mots qui résonnent, mais un en particulier qui est la question de la vérité. Justement, la vérité individuelle, la vérité groupale, la vérité collective. De quoi est-ce qu'on parle exactement? C'est toujours difficile de définir ce qu'est la vérité, peut-être la jonction, je ne sais pas, entre la pensée et puis les choses qu'on observe, une espèce de vérité, je ne sais pas comment le dire, de vérité, correspondance entre les deux. Et je partage ce que tu dis dans la pratique de terrain, la pratique clinique au quotidien auprès des patients, où presque on pourrait dire je ne sais plus à quel sein me vouer. Est-ce que je peux faire confiance à la fois, je dirais, en tant que personne, en tant qu'individu, est-ce que je peux faire confiance à mon expérience qui passe par mes ressentis, mon histoire, la succession des expériences de terrain, de ce que j'ai pu observer et en comprendre, et ce qui est de l'ordre aussi j'allais dire de l'expérimentation, si je devais jouer sur les mots entre expérience et expérimentation, qui n'est pas tout à fait du même ordre, même si l'expérience est inclue dans l'expérimentation. Expérimenter reviendrait plus à chercher vérifier une hypothèse. Et j'entends beaucoup de personnes qui me disent « mais moi, je ne sais plus à quel sein me vouer entre ce que je vis au quotidien et ce qu'on nous explique, ce qu'on nous dit, de la manière dont on doit s'y prendre, ce que l'on doit faire. » Crée, à mon avis, pour le coup, justement un schisme très, très important entre ce qui est de l'ordre de l'individuel et ce qui est de l'ordre justement du collectif. Sur quelle croyance, puisque si cette question repose aussi sur une question de croyance, sur quelle croyance je vais pouvoir m'appuyer à ce moment-là, et en particulier dans la période dans laquelle on vit. Je ne vais pas, juste encore un mot, je ne vais pas lancer une polémique, on n'a pas besoin de moi pour le faire, hein, entre les croyances et les savoirs, et notamment concernant les savoirs scientifiques auxquels on a assisté justement entre les différents scientifiques. Ai-je besoin de citer le professeur Harout que tout le monde connaît sur ces sujets-là, où les uns et les autres assènent leur propre vérité. Et on le voit bien, je reprends un terme que tu as utilisé, ce qui nous met tous en grande difficulté, parfois, au pied du mur, de pouvoir adopter ou se rappeler qu'il s'agit d'adopter une position qui est dans l'espace, dans l'entre-deux, une position qui est décentrée, justement, par rapport à mes propres savoirs et par rapport aussi au savoir collectif, groupal. Si je reprenais des termes qu'on a l'habitude d'utiliser, comment je peux moi-même m'utiliser
comme un troisième point, comme un point de triangulation entre ces différents savoirs, que sont l'expérience, la clinique ou le savoir. Et j'irai peut-être un peu plus loin, un dernier point, ce n'est pas le savoir scientifique. Je pense là, quand je l'exprime plutôt, je veux dire au discours, je parlerai plutôt du discours scientifique qui peut être dit, qui peut être proposé. Voilà ce qui me vient là comme ça dans ce qui est dit. Je te remercie. Excuse-moi, il y a peut-être un peu beaucoup de choses là, trop vite là, mais… Je te remercie, Stéphane. Je vais reprendre ce que tu as dit car ça me semble effectivement central et fondamental. Lorsque tu commences par poser la question du schisme entre l'individuel et le collectif, le schisme, si je le traduis dans la clinique, pour moi, quand j'entends schisme, j'entends effet de dissociation et d'opposition, de dissociation et d'opposition entre deux visions du monde. Et deux visions du monde qui reposent, me semble-t-il, sur deux systèmes de croyances qui ont à répondre à une problématique commune. Et lorsque tu parles de schisme entre l'individuel et le collectif, en fait, quand j'observe ce qui se passe, je me demande si le schisme est entre l'individuel et le collectif, ou si le schisme est entre le collectif intime et le collectif sociétal. Car ce qui me frappe, c'est en fait que le collectif intime a permis, par le confinement, certes, dans un certain nombre de situations, on l'a bien vu, l'aggravation de la souffrance, et en même temps, dans nombre d'autres situations, au contraire, comme une pause qui permet de redécouvrir la place et l'importance du collectif intime dans le collectif sociétal. Justement, je disais un petit mot par rapport à la question de quand tu distingues le collectif intime et le collectif sociétal, évidemment, je ne peux pas m'empêcher de penser à l'affectif, justement dans la relation. Parce que dit comme ça, évidemment, on pourrait penser que la relation, on parle de la même chose. Hein. Mais je crois que c'est important, justement, dans cette période et encore, enfin, disons, et encore aujourd'hui, de toute façon, c'est une réflexion qu'on peut mener de manière beaucoup plus générale, une distinction entre ce qui est de l'ordre, et je pense que ça va parler justement dans le lien de notre pratique aussi, hein, à tous, de thérapeutes, par exemple, ce qui est de l'ordre de la relation et ce qui est de l'ordre du lien. Ce qui n'est pas forcément du même niveau, même si ce sont des termes qui peuvent être utilisés dans un sens comme ou dans l'autre, peut-être des fois. Évidemment, la question du lien, de mon point de vue, bien évidemment, la question du lien n'est pas tout à fait du même ordre de la relation. Et si pour qu'il y ait lien, il faut qu'il y ait une relation, mais une relation n'est pas forcément un lien,
dans le sens où une dimension émotionnelle et une dimension affective vient justement s'inviter dans ce qui est de l'ordre du lien. C'est ce qui, pour moi, peut-être fait une différence lorsque tu parles du collectif de l'intime et qui a justement entretenu et sauvé. Alors sauvé, ou à l'inverse, malheureusement, j'entendais encore hier en consultation une dame qui m'expliquait qu'elle ne pouvait voir sa maman en EHPAD. Pour citer un exemple, elle me disait encore aujourd'hui, je ne peux la voir qu'1 heure tous les 15 jours, pas plus. Puisque les mesures sont encore très drastiques, ce qui peut se comprendre, mais quoi qu'il en soit, les effets sont quand même là. Et c'est peut-être ça, justement, peut-être plus que d'habitude, ou peut-être plus qu'encore, d'avoir cette position aussi dans notre pratique, auprès des patients que l'on peut rencontrer. Je vois bien, dans mon expérience d'observation et là de mon expérience de raison, non pas qui rationalise, mais de raison, c'est-à-dire qui est en train de réfléchir sur sa propre expérience. Et c'est ça que, en ce moment, nos patients, les personnes viennent chercher aussi. Pour te donner juste un exemple encore, si tu permets, j'ai demandé à une patiente la semaine dernière juste comment ça se passait là, au cours de cet entretien entre nous, comme on peut avoir l'habitude de le faire, de travailler un petit peu sur notre relation. Et elle m'a dit, vous savez, ce qui me fait du bien, c'est pas de venir voir le psychologue. Ce qui me fait du bien, c'est de venir voir vous, la personne. Et ça fait une différence majeure, justement, quand je disais en ce qui est de l'ordre de la relation et du lien. Et ça, c'est notre expérience, c'est notre savoir expérientiel, voyez, qui n'est pas de l'ordre d'une... je ne suis pas dans des références statistiques, je ne peux pas le généraliser, mais c'est autant de cas particuliers, voyez, qui au contraire mettent en avant les besoins aussi actuels que l'on peut rencontrer dans notre pratique. Voilà la réflexion avançant, ce que ça m'inspire. Oui. Tu vois, j'étais en train de me dire quand je t'entendais parler de cette patiente et quand tu disais, moi ce qui m'intéresse, enfin ce qui me fait du bien, c'est pas de venir voir le psychologue, c'est de venir voir vous. C'est toute l'articulation, effectivement, comme je disais tout à l'heure, toute l'articulation qui est exprimée entre la singularité de la relation qui passe par, comme tu l'as dit, un lien affectif émotionnel et en fait, quelle représentation et quelle construction va prendre cette relation. Et quand je dis quelle construction, quelle représentation va prendre cette relation, on voit bien à ce moment-là que cette construction et cette représentation, est-ce que ça a été une construction et une représentation j'allais dire, du collectif intime? Est-ce que ça va être la construction, la représentation du collectif sociétal et comment ce collectif intime et ce collectif sociétal, ces deux représentations vont interagir ensemble? Je vais reprendre, et ça me semble important puisque tu as parlé de la question des savoirs scientifiques et du professeur Raoult. En fait, ce qui m'a frappé dans cette situation-là, c'est comme tu disais tout à l'heure et comme quand tu as posé la question du schisme, c'est-à-dire que par rapport à un événement exceptionnel qui amène une situation exceptionnelle de type sanitaire,
on observe qu'on va rentrer en conflit deux modes de réponse où, en fait, ce qui est deux modes de réponse qu'on va dire la communauté qui va dans le sens du comité scientifique et les modes de réponse qui vont dans le sens, on va dire, de la position du professeur Raoult. Or, je n'ai aucune compétence pour savoir si le traitement prescrit par le professeur Raoult est pertinent ou pas au niveau. Mais si je prends du recul, ça veut dire que j'observe qu'il y a deux positions et qui, à travers le professeur Raoult, c'est ce qu'on oublie, est une position qui répond à un collectif et qu'on a deux positions qui répondent à un collectif qui sont, de mon point de vue, deux manières de questionner la place de l'expérientiel, la place de la clinique et la place du discours scientifique et des interactions, car je crois que c'est ça l'élément important. Est-ce que science égale discours scientifique? Et je vais aller plus loin. Est-ce que science égale discours scientifique égale instrumentalisation du discours scientifique à des fins politiques dans l'espace public? Et est-ce que l'instrumentalisation du discours scientifique à des fins politiques dans l'espace public est un discours scientifique? Alors, et, oui. Vas-y, et puis je rebondirai après. Voilà, et ça vient, me semble-t-il, questionner, cet événement vient questionner non seulement l'immédiateté, je veux dire la réponse soignante immédiate, que l'on voit d'ailleurs décalée, parce que ce qui est au centre est la réponse médicale, mais qu'en est-il de la souffrance? Est-ce que la souffrance se réduit? Est-ce que la souffrance se réduit à la mort? Est-ce que la souffrance se réduit, je veux dire, à la mort au nombre de morts en termes de comptabilité? Est-ce que la souffrance est une souffrance qui est vécue ou une souffrance qui est vécue en situation et dans la singularité de la situation? Ou est-ce que la souffrance est vécue par rapport à une représentation de ce qui pourrait, de ce que l'on imagine que l'on vivrait si on était dans la même situation? Et là encore, sur la question de la souffrance, on retrouve cette même question centrale de l'intime collectif, et on a bien vu la question des enterrements, de pouvoir voir la personne âgée quand elle, je veux dire, quand elle partait, ensuite l'enterrement, et de là, comment dirais-je moi, représentation de la souffrance dans l'environnement, dans le discours sociétal. Et ce qui me pose question aujourd'hui, c'est l'extrême confusion dont il me semble qu'à travers le discours dit scientifique et qu'à travers le discours technologique, qui sont en fait les questions de comment on utilise le discours technologique et le discours scientifique, brouille les pistes entre ce qui est du discours dans l'espace social et de l'expérience de terrain dans la singularité de l'intime collectif. Je rajoute juste, et je vais te passer la parole, si on part de l'idée, et ce sur quoi on a développé, l'HTCMA, la thérapie du lien et les mondes relationnels, si on part de l'idée qui est quand même là, si on prend le discours scientifique et la recherche scientifique, de l'idée qui s'exprime chez le nourrisson de plus en plus aujourd'hui, que l'individu se construit dans l'intime collectif et pas en dehors de l'intime collectif. Alors, que ça t'inspire? Oui, beaucoup de choses. Je vais essayer de reprendre ça voilà, dans un ordre chronologique de ce que tu viens d'exprimer.
d'abord la question de la science, enfin la science, on va dire la science, les sciences, d'une manière plus générale, justement parce qu'encore faut-il s'entendre sur ce que l'on parle, de quoi on parle. Je me rappelle, je reviens sur un point, enfin, une petite chose que j'ai dite tout à l'heure en introduction. Finalement, si on reprend, sauf erreur de ma part, si on reprend l'étymologie du mot science, enfin, que ce soit la racine grecque ou latine, si je me souviens bien dans mes vieux souvenirs, on revient à la question de la connaissance, encore une fois. C'est une manière de comprendre et de découvrir le monde, c'est une ouverture sur le monde, que ce soit le monde en tant que nature, comme les sciences naturelles, mais enfin, de manière générale, une connaissance sur la vie, la biologie, la médecine. Mais les sciences ou la science, la connaissance que l'on a de quelque chose, d'un objet, on est bien d'accord aujourd'hui, et c'est bien le problème qui peut se poser parfois dans la compréhension. Si on a les sciences dites dures d'un côté, voilà, n'oublions pas que de l'autre côté, ce qu'on appelle les sciences entre guillemets molles, ça a bien un problème de définition justement en parlant de ça, les sciences molles, à savoir les sciences humaines et les sciences sociales. Là où je pense qu'il est important de revenir, c'est la position que l'on adopte face justement à la science. En fait, j'ai presque envie de dire, si tu permets, je veux dire, en fait, la science, elle a rien demandé, en fait. Si la science se définit par découvrir, accéder à des connaissances par un moyen, par des moyens, par des méthodes à l'origine, ce qui fait défaut, c'est là où je rejoins un de tes propos, c'est l'utilisation que l'on va faire de ces savoirs. Je rappelle qu'en fonction, ce n'est pas la science, mais ce sont les sciences, qu'elles soient formelles, empiriques, peu importe, humaines, des méthodologies diverses existent. Et ce qui va justement peut-être poser problème dans l'instrumentalisation et qui va être de l'instrumentalisation, c'est quand on adopte des positions dites radicales par rapport à la science. La position radicale à des fins qui peut être à des fins d'ailleurs de l'instrumentalisation et souvent à des fins de pouvoir, par exemple, hein, qui peut, je veux dire, prôner un discours non pas scientifique, mais un discours qu'on appelle scientiste, c'est-à-dire dans une vision radicale, c'est-à-dire tout peut s'expliquer par la science et tout ce qui ne peut pas s'expliquer serait en dehors. Serait en dehors. Ce sont des positions extrêmes dans l'histoire des sciences, dans l'épistémologie des sciences. Hein. On avait par habitude de distinguer le rationalisme d'un côté et les empiristes de l'autre. Alors on avait tendance un peu à les opposer. Ceux qui prônent que tout vient de l'individu et de sa pensée et que tout doit passer par là, je caricature un petit peu, mais et de l'autre côté, tout ce qui est lié à l'observation des faits. Et je crois, enfin, mon intime conviction, comme on dirait en justice, mon intime conviction, c'est que dans notre pratique, là où on associe l'expérience à la fois l'expérientiel, c'est-à-dire l'expérientiel, là où on va mettre au service de cette expérience nos connaissances, nos concepts, nos réflexions que l'on va pouvoir vérifier ou non à travers notre expérience, il y a une compatibilité de telle sorte de ne pas tomber justement dans un discours scientiste, parce que le discours scientiste, c'est celui-là qui est utilisé, qui est instrumentalisé vers le groupe, vers le collectif. Et c'est bien ce qui pose problème aussi, là, je parle par expérience, qui peut poser problème dans le monde, ce qu'on appelle le monde scientifique, c'est qu'il y a une démarche, il y a une méthode, et sortie de cette méthode, c'est comme si le reste ne pouvait n'avoir que peu de valeur, et il y a une méthode, sortie de cette méthode, c'est comme si le reste ne pouvait n'avoir que peu de valeur, et il y a une méthode, sortie de cette méthode, c'est comme si le reste n'avait que peu de valeur,
Je rajouterais une chose, c'est que l'instrumentalisation qui est faite aussi vous voyez, de manière exagérée, de la démarche scientifique, parce que ce n'est pas le procès de la démarche scientifique. On peut avoir une démarche scientifique sans être scientiste. On peut avoir une démarche, on peut avoir une volonté d'être un expérimentateur de terrain sans chercher à manipuler ou à avoir un discours extrême, à ne voir les choses que parce qu'elles s'expliquent. Je crois qu'il y a vraiment un entre-deux qui se joue, et on l'observe particulièrement, je trouve, dans nos pratiques de terrain où on est en relation, justement, on est en relation avec des individus où, et vous voyez, encore, j'ai peut-être envie de permet de rajouter une petite chose. Tu as parlé de la chose ou de la représentation de la chose, en fait, la représentation de la relation. C'est là, mais je vais parler là de la représentation que l'on a du discours scientifique qui repose sur une méthodologie qui est quasiment à peu près la même. Mais qu'en est-il de nos expériences individuelles? Eric, tu posais la question tout à l'heure, encore une fois, je reviens un instant dessus, entre l'individuel et le collectif, en fait. Je crois que nous sommes les premiers à le dire dans nos pratiques de thérapeute. À combien de fois mais l'expérience, les expériences, l'accumulation par l'observation de cas individuels m'ont été utiles, qui devient du coup un savoir qui est presque collectif, qui m'ont été utiles pour pouvoir de nouveau continuer à prendre en charge, peut-être encore mieux prendre en charge, dans le cas de la pratique psychothérapique, un individu. Donc c'est justement, voyez, les extrêmes dans lesquels il faut se méfier et la manière dont le discours scientifique va être utilisé aussi à travers un discours politique. Hein. Donc, je crois qu'il faut être attentif et voilà ce que ça m'évoque quand je t'écoute là tout à l'heure. Si tu m'autorises, je vais prendre un moment de réflexion. Oui, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Justement, tu as dit quelque chose qui vient de me questionner et qui va permettre de repartir. Tu dis l'accumulation de cas individuels m'ont été utiles. Je pense que, de mon point de vue, je pense que justement la question des situations, de ce que tu appelles le cas individuel et que j'appellerais des situations singulières. La question que je me pose, si est le savoir expérientiel est sur un mode accumulatif ou au contraire sur un mode, comment dirais-je moi, sur un mode, j'allais dire, synergique qui déploie les possibles et qui amène, je vais le dire autrement. Si on part de l'idée d'accumulation, ça veut dire que c'est comme si le thérapeute ou le soignant serait toujours le même et qu'en fait, il stockerait des savoirs de manière cumulative. C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est exactement comme ça que fonctionne, entre parenthèses, comment dirais-je moi, l'informatisation médicale. C'est la machine qui va donner. Pour moi, je pense que le savoir expérientiel
ça n'est pas du tout sur ce mode-là qu'il fonctionne. Et je ne crois pas qu'il fonctionne sur un mode accumulatif. J'allais plus loin, ça me semble être la question centrale aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à travers tout ça, ce qui me semble être remis en cause, en tout cas remis en cause de plus en plus dans la société que nous avons construite et qui est de plus en plus éloignée, c'est la disqualification du savoir expérientiel. Et la disqualification du savoir expérientiel qui permet de faire du soignant ou du thérapeute un exécutant d'un savoir qui serait à l'extérieur de lui-même. Tu me permets de… Oui, vas-y. Ou tu veux terminer? Non, non. Non. Oui. Et en occultant que ce savoir expérientiel n'est pas un savoir individuel, mais un savoir qui est en lien avec le collectif intime. Justement. Et ce collectif, je le finis juste. Vas-y. C'est-à-dire le collectif intime du patient et le collectif intime du thérapeute, c'est-à-dire du thérapeute dans sa communauté professionnelle. Ben, alors, plusieurs choses. Je pense que tu l'as compris hein, quand j'utilisais, mais c'est juste pour préciser au cas où, quand je parlais de cumulation, ce n'est pas une accumulation comme une collection qui se rajoute. Au contraire, je parlerai plus d'enrichissement à chaque fois et justement j'allais dire la succession de l'expérience, au contraire, a tendance à former un ensemble et qui vient convoquer le collectif. Si je devais utiliser l'image, c'est presque lorsque nous sommes à deux face à un patient, en fait, on n'est pas juste face à un patient, on est face à ou à côté d'une multitude d'expériences et de patients que l'on a pu rencontrer et qui sont là avec nous pour nous aider à traiter le patient du jour qui est là face à nous. C'est plus dans cette idée-là, bien sûr, que je voulais exprimer les choses. Maintenant, d'ailleurs, il y a une expression qu'on a déjà, j'ai déjà entendu utiliser cette expression, Eric. Le patient, c'est quoi? Le patient, c'est la rencontre du patient-thérapeute, de la partie patiente, si je le disais comme ça, chez le thérapeute, et la rencontre du patient chez le client. J'utilise le client pour ne pas confusionner patient-patient, mais c'est la rencontre de la partie patiente de chacun. Alors, pourquoi la question de la disqualification du savoir expérientiel? On pourrait poser une question, parce qu'on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a le sentiment que ce discours-là, qu'il y ait une espèce de disqualification de ce type de savoir. Je ne sais pas si il est disqualifié dans le domaine public, dans le collectif, dans le social, dans le sociétal. Une chose est sûre, c'est qu'il a tendance à l'être au sein d'une communauté. Et en particulier au sein d'une communauté dite scientifique. Encore une fois, il ne s'agit pas du procès de la science, mais pour m'appuyer sur mon expérience dans cette direction-là, dans le domaine de la science et de la démarche scientifique, la tendance est parfois de s'enfermer en fait dans des règles, dans des normes, dans un standard qui nous impose, qui nous est imposé, et on finit par se l'imposer soi-même parce que en dehors de ce standard, si je reprenais le standard classique, quand on nous demande de rédiger un article, le standard est somme toute souvent un peu le même, c'est-à-dire une problématique, une hypothèse, une vérification, analyse des résultats, conclusion.
il est très difficile de publier dans des revues dites à comité de lecture si on ne répond pas à ces standards. Mais la découverte, je veux dire, toi le premier, si je peux me permettre de parler à ta place, Eric, dans ce que tu développes, il est parfois difficile d'adopter cette démarche-là, en tout cas peut-être dans un premier temps, dans ce que la découverte se fait de manière parfois fortuite, le fruit de son observation, de son introspection, d'intuition. Tout ça est très difficile à mettre en boîte, j'ai envie de dire. Et on sait, le risque, et c'est un peu ce qui s'est passé de mon point de vue, c'est qu'on s'est enfermé dans une espèce de lexique, de lexical scientifique. D'ailleurs, il y a des études très intéressantes qui ont montré qu'on utilisait dans le milieu de la science, on utilise toujours un petit peu le même vocable, les mêmes mots, enfin le même champ lexical. Et on se reconnaît de cette manière-là entre pairs, en fait. Hein, on se reconnaît. Donc, c'est la difficulté que peut avoir et trouver la place de réhabiliter le savoir expérientiel. Et je suis d'accord avec toi, quand ce savoir expérientiel, il est le fruit, je ne vais pas réutiliser le terme d'accumulation, mais il est le fruit, je veux dire, d'un savoir qui est à la fois, j'ai presque envie de dire, ancestral, d'une certaine manière. C'est un savoir ancestral qui ne s'appuie pas forcément sur les standards qui sont attendus par, aujourd'hui, non pas la science, mais la démarche scientifique. Je pense que c'est important, je l'ai précisé tout à l'heure, et que c'est une place de choix que pourtant elle doit occuper et que bon nombre, je veux dire encore aujourd'hui, quoi qu'il en soit, soutiennent. Et donc, ça, tu as terminé, et je voulais juste, peut-être on peut revenir encore un point sur, justement, lorsque tu parles du collectif et tu parles du collectif de l'intime, tu vois. Je me permets de te demander si toi-même, tu pourrais préciser, parce que je pense que c'est vachement important, ce qui relève de l'intime dans le collectif ou du collectif dans l'intime. C'est ma petite curiosité personnelle, si tu me permets. si je te renvoie la balle sur ce sujet-là. Merci Stéphane, c'est ce qui m'a amené au concept de monde relationnel, c'est-à-dire en d'autres termes que nous allons construire dans le sens de notre développement, notre autonomie et dans un collectif relationnel. C'est-à-dire un être humain seul au monde sur une île déserte où il n'y a rien ne peut pas vivre. Alors, et donc, c'est dans la relation avec les autres que nous allons développer notre propre autonomie et notre propre singularité, mais elle se construit en retour aussi dans cette matrice. Et donc, nous avons tous besoin, et j'ai d'ailleurs vu que certains sociologues montrent que toute espèce vivante il serait possible de repérer justement le maximum de ce collectif intime, qui semblerait par exemple que pour l'être humain, c'est 150. Et qu'au-delà, ça devient plus possible, ce qui illustre encore évidemment les difficultés, on voit bien, des grandes constructions sociétales qui créent un effet de masse et qui créent l'isolement individuel, que sont les mégapoles ou les métropoles, etc. Et il me semble que c'est dans cet intime que tu fais, dans ce collectif intime, à travers les interactions que tu vas développer, que tu fais l'expérience de la confiance dans la relation humaine. Or, ce qui me semble extrêmement problématique, c'est que cette confiance dans l'expérience de la relation humaine et dans l'humain construit non seulement une histoire, mais à travers cette histoire, la concentration des expériences passées, présentes et futures,
et le savoir expérientiel. Et le savoir expérientiel, de mon point de vue, il est entre la position évidemment d'observation, mais entre justement les messages de ce collectif intime et ta propre expérience à toi. Et que la question qui va se poser, c'est la question de l'ajustement ou du désaccordage. Et quand cet ajustement est là, on fait cette expérience d'accordage et d'ajustement corporellement. Et cela me semble être la base même de la transmission de l'expérience humaine. Oui, vas-y, vas-y. Et ce qui me semble fondamental, me semble-t-il, c'est qu'aujourd'hui, ce que l'on peut observer à travers la situation, c'est que vient d'être questionnée la validité de cette expérience et de ce savoir expérientiel. Quand j'ai fait mes études de psychiatrie, savoir expérientiel, il se déclinait l'observation, la clinique médicale, la base qu'on appelait la sémiologie, était l'étude des signes sur le savoir expérientiel. Et ça se déroulait dans la clinique. Et nous savons comme si que cette clinique, on pouvait avoir une lecture d'une clinique, on va dire symbolique, comme la psychanalyse, d'une clinique existentielle, comme la phénoménologie, et d'une clinique, on va dire, médicale, signe diagnostic symptômes, à partir des comportements. Or, c'est comme si aujourd'hui, on réduisait l'humain à un comportement et qu'on cherchait, à travers ce comportement, à en faire une généralité. Oui, et que c'est un peu, ça m'évoque le discours des thérapies brèves, la carte n'est pas le territoire. Ben aujourd'hui, c'est comme si on définit des cartes et qu'on dit que la carte est le territoire. Et on ne sait plus si on traite un territoire ou si on traite une carte. C'est justement le risque de mon point de vue, c'est quand, pour rebondir là sur ce que tu viens de dire, la question de qu'est-ce que l'on étudie quand on s'intéresse à l'humain et aux interactions humaines. Le risque étant d'isoler des variables et de finir par isoler l'individu comme une variable lui-même unique, alors que et d'en faire, et justement, et dans cette étude, d'en faire une généralité qui correspondrait à l'ensemble des individus qui constituent une société. On voit bien la difficulté qui est de toute façon, depuis la nuit des temps, d'arriver à établir, puisque c'est parfois le souhait, d'arriver à établir une espèce de de métapsychologie, c'est-à-dire une compréhension globale du fonctionnement et dire pour ce qu'on appelle le fonctionnement psychique de l'être humain, de sa psychologie. Sauf que on se rend bien compte que c'est quasi de l'ordre de l'impossible, en dehors d'isoler et de supposer des éléments disparates, séparés les uns des autres. Et dès qu'on remet, je vois bien, et dès qu'on remet l'individu en interaction avec d'autres êtres humains, avec son milieu, tout simplement, dans un milieu naturel, c'est-à-dire ce qu'on appelle le contexte aussi, on voit bien que il se passe des choses totalement différentes parce qu'il y a une chose sur laquelle on n'a pas prise. Si on met les variables d'un côté, il y a une chose sur laquelle on n'a pas prise, c'est sur ce qu'on appelle le ou les processus. Et justement, les processus, ils se déroulent et on peut les observer à partir du moment où je reprends le triptyque que tu viens de citer tout à l'heure, c'est-à-dire le processus, ils sont observables et travaillables à partir du moment où on accepte de ne pas chercher à avoir la main sur le processus, qui sont l'observation, le retour vers soi, on pourrait dire comment l'introspection, de s'auto-observer et de laisser émerger ce qui vient chez soi. Vas-y. Sur l'introspection, que l'introspection, c'est justement d'observer, c'est une posture de décentration. C'est ça. Et il n'y a pas d'introspection qui tienne dès lors que
Quand tu entres en introspection, tu es dans une posture de décentration. C'est ça. Une posture. Oui, oui, tout à fait. Non, non, mais juste pour terminer, une posture de décentration et la posture de décentration. Alors, c'est là. C'est une des, j'ai envie de dire, j'allais dire une des qualités que l'on a, c'est de pouvoir, à des fins thérapeutiques, on a cette capacité à pouvoir se décentrer, donc à pouvoir s'observer soi-même et s'observer en train de s'observer et en interaction avec l'autre. Je crois que c'est un élément central dans toute pratique psychothérapique. Et c'est particulièrement ce que l'on cherche à travailler, à développer, notamment enfin, dans ce qu'on peut développer, notamment dans les différentes formations au sein de l'Institut. Ça, pour moi, c'est une caractéristique commune qui est centrale. Mais pour ça, pour travailler dans cette direction-là et aller sur les processus, il s'agit non pas d'abandonner sa pensée réflexive, c'est pas du tout ça que je suis en train de dire, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais par contre, c'est de pouvoir faire un pas de côté et d'être dans un espèce d'espace d'entre-deux et d'interaction, à la fois sur l'intrapsychique et l'interpersonnel, et d'interaction entre à la fois la réflexivité, la pensée réflexive, et de descendre, si on doit le situer quelque part, je ne sais pas où exactement, ce qui est de l'ordre de j'allais dire, de la pensée corporelle ou la conscience, si on pourrait dire, peut-être en parlant de conscience corporelle. Et c'est cette interaction des deux qui nous permet, qui nous facilite, qui nous aide, je trouve aussi beaucoup dans ce travail qui est de l'ordre de l'introspection, décentration aussi. Et voilà. Et c'est là où je rajouterai un mot quand tu parles de processus. Je rajouterai le mot de processus du vivant. Or, ce qui est le plus extraordinaire, c'est que des sciences comme l'éthologie, la biologie et d'autres encore, les sciences du vivant vont de plus en plus à affirmer, à montrer de manière scientifique que le vivant est d'abord repose sur des matrices relationnelles et interactionnelles. Et sur des matrices relationnelles et interactionnelles sur lesquelles se joue le jeu de la ressemblance et de la différence. Or, comme tu l'as montré, c'est comme s'il fallait opposer l'introspection à la conscience réflexive. Le jeu des deux, quelqu'un, un de nos mathématiciens célèbres l'a bien illustré, Raymond Poincaré, oui, que la conscience réflexive vient dans l'après-coup et que la construction vient dans l'après-coup, pas dans l'avant-coup. Et donc, toute la question, elle est que dès lors qu'on met la conscience réflexive dans l'avant-coup, et c'est là, puisque je vois que Sabria est en train de venir. Oui, pardonnez-moi. J'ai développé et qui me semble important, c'est qu'on voit qu'à partir d'un moment où on est dans un processus que l'on dit scientifique, qui est en fait un processus de décontextualisation. Qu'on est dans un processus en plus, non seulement on décontextualise, mais la relation à l'autre est éliminée. Qu'on amène la personne comme être vivant à devenir un objet d'étude, on rentre en retour dans des processus où on voit bien au niveau sociétal aujourd'hui, qui amènent sur la rationalisation, la revendication et l'identité victimaire et la généralisation. Et le problème est que on prend cette rationalisation, cette construction, cette revendication victimaire et cette généralisation comme un discours de vérité. C'est-à-dire que la question est que le discours scientifique, comme le discours clinique, comme le savoir expérientiel, quand il est en relation et quand nous sommes en relation, ça veut dire que si nous sommes dans le vivant, nous ne sommes pas dans l'obligation technique comme
comme une machine, mais nous sommes dans la question d'avoir à faire des choix. Et les choix vont venir évidemment de l'interaction de tous nos savoirs. Et pas de l'un à l'exclusion de l'autre. Voilà, comme Sabria est là, Oui. Vas-y. Merci. Stéphane, tu voulais… Stéphane peut faire une petite conclusion. Juste, oui, évidemment, il y a en filigrane, il y a évidemment quelque chose qui était toujours présent quand on passe du singulier au collectif. Évidemment, je voulais remettre au centre, puisqu'on a parlé du lien, de la relation et tout un tas de choses, évidemment, ce qui est de l'ordre de l'attachement. On pourrait presque faire une analogie, en fait, et juste d'être attentif, voilà, je voudrais juste rapidement, en conclusion, enfin, transitoire, mais dire d'être attentif et de faire attention à ce que nos expériences, nous les transformons pas de manière radicale, hein, en croyances, et que ces croyances s'érigent comme des idéologies. C'est juste, voilà, un petit mot que je voulais rajouter. C'est tout. Voilà. Merci à tous les deux. Alors moi, j'ai eu un petit souci avec ma connexion Internet qui m'a lâché en cours. Donc, c'est pour ça que j'arrive un petit peu sur le tard. Et j'ai perdu du coup les questions qui étaient sur le chat. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être inviter les personnes qui ont posé des questions à les poser directement. Ça peut être intéressant, sachant que voilà, nous sommes je ne sais pas ce que tu en penses, Eric. Oui. On a un nombre voilà, tout à fait raisonnable. Peut-être que oui, les questions peuvent être posées cette fois-ci. Il me semble qu'il y a Jean-Philippe qui avait posé une question que je vais inviter. Est-ce que les micros peuvent… Je ne sais pas, je vais essayer. Sinon, on peut les… Sinon, on peut les retrouver. Si on repasse en revue. Si tu as la possibilité de retrouver les je regarde, mais bon, ça demande de repasser en revue le chat. Peut-être. Voilà, je sais qu'il y a Jean-Philippe qui avait posé une question avec Réjeanne également et Véronique. Si vous voulez bien éventuellement reposer les questions. Voilà. Alors, merci. Merci Jean-Philippe. Alors, entre le lien à soi et le lien aux autres, l'expérience et la connaissance ont-elles toujours leur légitimité aujourd'hui? Dans l'entre-deux, la posture du thérapeute ne devrait-elle pas évoluer vers l'inspiration et la nature spirituelle de l'être? Alors, je sais pas, tu peux… en fait, j'ai une réponse, de mon point de vue, la place, je reprenne précisément la question, mais de ce que j'en ai compris, oui, la place est présente et elle existe dans la relation à loi, dans la relation à soi et la relation à l'autre. Je rappelle que, juste par rapport à la question qui est posée par Jean-Philippe, plus vers la nature, où je rappellerai les différents types de relations sur lesquelles on peut travailler: la relation à soi, la relation à l'autre, hein, en tant qu'expérience singulière, relation d'attachement, la relation représentation, mais bien sûr la relation au monde. Et dans cette relation au monde, c'est la relation au contexte, à mon environnement. Et
et toutes les interactions qui le constituent. Donc, oui, je crois que c'est vrai et c'est déjà le cas dans la manière dont nous avons de travailler auprès de nos patients. Voilà la réponse que je fournirai là tout de suite. Eric, tu veux compléter ou... Je répondrai à ça deux choses. La première est que il me semble nécessaire de re-questionner les interactions entre l'acte de soin ou l'acte de thérapie avec la philosophie, avec une philosophie du soin, une philosophie de la thérapie, une philosophie qui puisse prendre en compte à la fois la dimension, comment dirais-je moi, la dimension collective et la dimension singulière de l'individu, et qui en même temps permettent, il n'y a pas de responsabilité sans choix, donc qui permettent de repositionner l'individu dans le processus du vivant. Et le processus du vivant, il consiste à traverser les peurs, les maladies, et pas à être dans une position de l'illusion d'un monde parfait. Oui. Donc, oui, dans cet aspect-là, on peut re-questionner la dimension spirituelle de l'être, mais ce n'est pas de l'être en tant qu'individu, c'est la dimension spirituelle de l'humanité. C'est-à-dire, en d'autres termes, et qui, dans ce contexte-là, pour moi, la dimension spirituelle, c'est ce qui questionne la position entre le singulier et le collectif. Et que c'est comme l'expérience singulière, de mon point de vue, n'est jamais une expérience individuelle, mais une expérience de l'intime collectif. C'est là où se pose la question centrale de notre société, me semble-t-il, c'est dans l'articulation entre le singulier, le collectif intime et le collectif sociétal, où on a un surjeu du discours et de la représentation sociale, qui laisse entendre que ce discours et cette représentation peut jouer le jeu du singulier intime. Or, cette articulation-là, pour moi, est source de questions majeures et dont on a les effets dans nos cabinets chez les patients. Et aujourd'hui, où il y a un événement aussi massif qui vient questionner cette articulation et qui montre les failles de cette articulation et les désaccordages majeurs dans cette articulation, les effets en retour, c'est nous tous comme être à la fois collectif et singulier qui impactons les effets. Oui, c'est ce que je joue justement pour reprendre les propos d'Eric par rapport à cette question, à ce questionnement. Et c'est tout l'enjeu et en même temps toute la difficulté, mais c'est ça qui rend tout ça passionnant, c'est comment faire en sorte que il y a à la fois en moi, il y a à la fois chez moi une part individuelle. Quand je dis individuelle, c'est de singulier, à la fois unique, et en même temps d'avoir chez moi, donc ça veut dire y compris chez les autres, une part du collectif que j'emmène, que du groupe, de la communauté, de l'appartenance, un groupe que j'emmène aussi avec moi, et que c'est cette rencontre, je suis tout à fait d'accord dans l'idée que c'est cette rencontre des deux espaces qui m'amène peut-être à me connecter ou avoir un sentiment d'appartenance comme un grand tout, sans avoir besoin de développer, enfin de détailler des expériences personnelles, mais j'ai une expérience personnelle en tête que j'ai pu vivre. Et c'était très impressionnant. J'ai toujours été impressionné par le fait de comment cette expérience, alors que c'était une douleur, une difficulté, une souffrance personnelle, en fait, est devenue tout d'un coup une expérience qui était partagée
par le groupe, par la communauté. Eric parlait de... on utiliserait le terme d'universel. Et c'est dans cette universalité que l'individu peut se reconnaître, l'individu en relation, bien évidemment. C'est ça que je veux dire. Et j'ajouterais, si tu permets, que justement, dans l'articulation entre, je veux dire, le collectif sociétal et le collectif intime, aujourd'hui, c'est comme si, et ce qui est terrible, c'est que le médical me semblait à l'interface exprimer la problématique sociétale, cette problématique sociétale, c'est comme si le collectif sociétal voulait dissoudre le collectif intime et ne plus l'entendre. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve au niveau du collectif la même problématique que l'on retrouve au niveau de l'individualisme, c'est-à-dire la dissociation corps-esprit. Et comme si le collectif sociétal voulait imposer sa représentation au collectif intime. Et ce qui est problématique, c'est qu'à partir du moment où le collectif sociétal vampirise le collectif intime et cherche à le dissoudre, alors très clairement, le risque est d'une construction idéologique et totalitaire. Bien sûr. Il se laisse entendre comme la seule vérité possible. Et qui, pour le coup, effacerait toute différence. Et qui va jouer sur le jeu victimaire, où la différence va être considérée comme une disqualification au regard, ou plutôt comme une, comment dirais-je, va être considérée comme une opposition, une rébellion, voire une aliénation au regard du discours collectif sociétal. Je trouve que c'est intéressant parce que ça nous renvoie à un webinaire passé où était question de la défiance. Et quand justement la différence ou un discours différent, alternatif, une pensée alternative, devient aujourd'hui, sous le poids du normatif, une pensée marginale qui est presque une pensée de défiance par rapport au collectif groupal, sociétal, je veux dire. Je ne sais pas si vous avez le temps de répondre à une dernière question avant que nous arrêtions. Une question de Véronique qui demande, alors j'essaie de la retrouver, voilà. Ne devrait-on pas mettre en avant en médecine la posture décentrée du thérapeute? Alors, ça me semble absolument évident que c'est probablement ce qui, dans le soin et la thérapie, est le plus problématique, on le voit dans nos formations. C'est-à-dire, en d'autres termes, qu'on ne peut pas être, quand on voit le savoir expérientiel, si on prend le savoir expérientiel, le savoir clinique, le savoir scientifique, on devrait dire qu'est-ce que ces savoirs vont pouvoir nous aider à traiter cette relation singulière dans laquelle on est patient-thérapeute. Alors, pour que ces savoirs tissent ensemble, il me semble absolument évident que ça n'est possible que dans la posture de non-savoir. Ça veut dire de la posture de non-savoir qui permet de se connecter dans la relation à la situation présente, à la fois avec le malade et l'humain, et de l'autre, en arrière-plan, à ces divers savoirs. Et que c'est dans le tissage entre ce qui est en situation et en arrière-plan, les savoirs, tout en sachant que ces savoirs sont des processus dynamiques et évolutifs, y compris le savoir scientifique. Je vais donner un exemple, je me rappelle, ça m'avait frappé quand j'avais fait
quand j'avais fait le MDR, Francine Shapiro disait que le référentiel était le système de traitement de l'information. C'était ça, hein, Stéphane, je crois. C'est ça, système de traitement de l'information. Alors, quand j'étais allé chercher dans la littérature scientifique, il y avait aux États-Unis au moins 7 systèmes de traitement de l'information qui étaient décrits et qui n'étaient pas toujours les mêmes. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que même le savoir scientifique et polysémique, il est évolutif et qu'en fait, ces savoirs ne sont jamais des savoirs figés, mais des savoirs dynamiques. Donc, c'est comment je me mets décentré en arrière-plan pour tisser ces savoirs avec ce que j'observe et ce que je reçois de cette expérience dans laquelle je suis là maintenant, et à travers, et qui a nourri chez moi, à travers les divers patients, ma culture clinique. Voilà ce que je réponds. D'ailleurs, ça me, enfin, quand ce que tu dis, Eric, me fait penser, me rappelle, c'était quoi là, une phrase de Popper, Karl Popper, qui est un grand épistémologue, qui est souvent cité pour dire de toute façon une théorie est valide uniquement à partir du moment où elle peut, à un moment ou un autre, être remise en question. D'une certaine manière, l'expérience, justement, notre savoir expérientiel est constamment re-questionné, remis sur le terrain. Il y a une expression que je n'arrive jamais à utiliser, il faut toujours revenir, en fait, toujours retravailler sur ce qui en vient. Le fait, c'est le savoir, plutôt le savoir qui est en toile de fond, a cette fonction, a une utilité parce qu'il nous permet de nous repérer, de pouvoir faire référence, de nous guider. Mais quand je dis nous guider, c'est pas nous donner la direction, c'est plutôt parfois juste nous repérer dans l'espace et dans le temps, mais ce qui va nous donner l'indirection, on parlait tout à l'heure, j'ai utilisé le mot d'intuition, c'est justement dans cette interaction du savoir et du non-savoir. Alors quand on dit le non-savoir, bien évidemment, on peut faire référence à ce qui vient à moi, ce que j'observe, ce que j'accueille, ce que je me laisse traverser, aussi. Ça, c'est le processus de créativité. Tu parlais de Poincaré tout à l'heure, Eric. C'est ça, le processus, si je ne me trompe pas, le processus de créativité, la pensée émergente. C'est à un moment accepté. Mais pour ça, je crois que c'est presque l'histoire d'une vie dans la formation d'un thérapeute, si on fait référence au thérapeute en particulier, peut-être l'histoire d'une vie d'un thérapeute, que de pouvoir faire cette expérience de lâcher prise, et de pouvoir faire confiance à sa partie sensible, y compris, je ne vais pas développer là-dessus, mais y compris à faire confiance à sa part de vulnérabilité qui bien souvent permet justement tout d'un coup de faire émerger ce qu'on appellerait une relation qui devient à un moment, une relation qui devient humaine, ce vers quoi, et c'est ce que cherche aussi, c'est ce que attendent aussi les personnes qu'on peut rencontrer à travers la rencontre avec le thérapeute. C'est aussi la rencontre du collectif, je reprends le terme de collectif intime, de faire aussi l'expérience de ce que c'est qu'une rencontre, parce que ça devient une expérience qui est parfois fondatrice pour cette personne, et c'est cette expérience fondatrice qui va lui permettre de s'autoriser, de faire confiance à ce que la relation de confiance, je peux faire confiance à la relation de confiance et la démultiplier, peut-être dans d'autres exemples, dans d'autres contextes. C'est quand même fait un travail merveilleux. J'ajouterais justement, pour bien préciser mon propos, que comment je vais dire ça? Que pour moi, de mon point de vue, le savoir scientifique, il répond de la démarche d'explorer l'inconnu, le nouveau.
et tout en sachant que cet inconnu et ce nouveau sera toujours présent. C'est là où on pourrait parler de mystère du vivant ou de la vie. Et que le jeu de la connaissance vient du jeu de la connaissance et du doute, mais du doute constructif, pas du doute anxiogène qui inhibe et qui paralyse. Et ça veut dire que quand je tisse ma propre expérience avec les connaissances qui viennent d'ailleurs et qui peuvent m'éclairer, je suis moi-même déjà dans une démarche scientifique. Et la démarche scientifique contient justement la capacité à se décentrer, à pouvoir se laisser, comment dirais-je moi, à rencontrer l'inconnu. Et dans cette rencontre avec l'inconnu et dans cette observation de la rencontre avec l'inconnu, de pouvoir construire des hypothèses et ensuite de les vérifier. Et que si au départ, il n'y a pas cet aspect-là, je veux dire, on revient dans la répétition de l'identique qui ne construit que de la normativité, qui ne construit que de la répétition du connu. Et de mon point de vue, là, on peut questionner si cette répétition du connu est véritablement une démarche scientifique. Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça, je crois que c'est vraiment important. Tous les mots ne se valent pas et qu'il s'agit, à travers ce que dit Eric, là, dans ce que tu dis, faire une distinction, juste pour le citer, entre ce qu'on entend par discours scientifique, démarche scientifique et ce qu'on appelle, et ce qui relève de la science. Peut-être que, je ne sais pas si ça existe, peut-être qu'il s'agirait de développer une science intuitive. Science intuitive, moi qui m'évoque, je vais donner le mot de la fin puisque nous arrivons au terme de ce webinaire et ça éveille chez moi toute une démarche anthropologique dans le sens de la relation, dans la mesure où on s'appuie évidemment sur une modélisation, sur quelque chose, qui dit modélisation dit quelque chose qui est aussi dans l'ordre du mouvement et de l'accompagnement du vivant, dans quelque chose qui n'est surtout pas figé et qui nous emmène à développer une observation, à chercher à comprendre et de manière à accompagner au mieux les personnes à retrouver, j'allais dire, leur équilibre intérieur, parce qu'il me semble que c'est important aussi d'évoquer cet équilibre intérieur lorsque nous sommes tous plongés dans un système mondial qui est totalement désorganisé, où tout est mélangé, où science, scientifique, prise de pouvoir, politique, religion, idéologie, il y a tout qui vient se mêler, ça crée quelque chose d'extrêmement informe, d'inconfortable, qui nous plonge dans une crise du sens, qui plonge dans une crise de la science, des connaissances. Et il me semble extrêmement important justement d'œuvrer à démêler tous ces nœuds qui nous empêchent finalement d'être dans le vivant. Je vous remercie pour cette très riche et très belle intervention qui mériterait, je pense, un approfondissement. Et nous nous donnons rendez-vous pour le prochain webinaire qui aura lieu, non pas au mois de juillet, mais qui est prévu le mardi 25 août à 10h30 sur une autre thématique qui n'a pas encore été décidée. Merci Eric. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute et merci pour cet accueil. Voilà, une belle journée et un très bel été à vous toutes et à vous tous. Merci. Bon, merci. Merci Sabrina. Merci. Merci à vous tous. Bel été à tout le monde. Merci. Bel été à tout le monde. À bientôt. À bientôt. Voilà. Sabrina, on va attendre que tout le monde se déconnecte et puis on va.
Tu as coupé l'enregistrement, Samria? Alors, je le fais. Voilà. Alors,